Mais Dalkia n'est pas la seule société à agir en dehors des règles de sécurité. Pierre, lui, est salarié d'une société de chauffage et climatisation, Centern Fluid, filiale du groupe Vinci. En 2003, il a été envoyé à l'hôpital de Lens, dans le nord de la France. Sa mission, découper et changer des clapets coupe-feu. Dès le départ, il s'est interrogé sur la présence d'amiante. Quand on est arrivé ici, avec l'expérience, on a eu un gros doute. Un gros doute, on a demandé plusieurs fois à notre conducteur de travaux à l'époque. À chaque fois, c'était négatif, pas d'amiante, pas de problème, tout allait bien. Donc tous les jours, quasiment, vous avez demandé... Ah bien sûr, on l'a demandé à 6 reprises. Et bien avant, j'insiste là-dessus, bien avant de commencer les travaux. Malgré leurs doutes et devant l'insistance de leur responsable de chantier, Pierre et son collègue vont commencer les travaux. Et on a commencé à tronçonner autour du clapet, sans protection. Seulement la seule protection qu'on avait, c'était les gants, c'est tout ce qu'on avait. Tronçonner tout autour. Une fois que l'enrobage était retiré, je me mettais à plat ventre, à 20 cm du clapet, et je tronçonnais comme ça, la tête pratiquement dans le clapet, quoi. Et ici, c'était un nuage de poussière. Et vous étiez blanc? Blanc. C'est-à-dire, quand je vous dis blanc, blanc comme ça. Après 6 jours de travail, Pierre pose une nouvelle fois la question. Son chef, excédé, l'envoie vérifier lui-même les documents techniques rangés dans la baraque de chantier. On a ouvert le dossier, fait du hasard. Le premier dossier, c'était où c'est qu'on est là. On parlait du bâtiment de Leplace, 4e étage, clapet, amianté. Il n'y a plus de doute. Pendant 6 jours, les 2 ouvriers ont respiré des fibres d'amiante. Ils ont ensuite chargé les clapets amiantés sur des chariots médicaux, puis sont descendus au parking en répandant des poussières contaminées dans l'hôpital. Pierre et son collègue ont ensuite jeté les clapets dans une décharge publique, sans aucune autre mesure de précaution. Mais sans le savoir, les 2 ouvriers ont aussi rapporté de la poussière d'amiante chez eux. Nos bleus de travail, on les ramenait chez nous, dans le véhicule de l'entreprise. On les lavait dans nos machines à laver familiales. Donc à la limite, on a contaminé tout le monde chez nous. Mes enfants, ses enfants, ma femme, sa femme. Voilà. Et on nous dit que c'est pas dangereux. On nous dit que c'est pas dangereux. Nous avons demandé des explications à l'entreprise Centern Fluid. Par mail, la société nous a indiqué qu'elle fait le choix de ne pas donner suite à cette proposition d'interview. Mais aucune leçon ne sera tirée de cette affaire. Pire, en 2008, 5 salariés, dont 2 collègues de Pierre, seront contaminés au même endroit lors de la découpe d'un plafond amianté. Après ces 2 accidents, l'hôpital propriétaire des lieux ne décidera jamais de programmer un désamiantage, ni même de confiner les locaux contaminés. Aujourd'hui, seule une petite affichette indique la présence d'amiante. Pierre a été reconnu comme accidenté du travail, car d'ici 10 ou 30 ans, il risque de développer un mésothéliome, le cancer de l'amiante. Toute sa vie, il sera suivi par la médecine du travail et indemnisé s'il tombe malade dans quelques années. Aujourd'hui, il a pris rendez-vous avec un avocat pour connaître ses droits et pour essayer d'obtenir réparation de la part de son employeur. Vous avez signalé la situation à l'inspection du travail? Oui. Vous avez signalé également peut-être au procureur de la République ou... Non. Maître Tessonnière est spécialisé dans les questions d'amiante. Il s'occupe souvent de cas similaires et pour lui, une fois de plus, la responsabilité de l'employeur est indéniable. Le principe, c'est que l'employeur a l'obligation de savoir. Alors, on est dans une situation de danger potentiel. Et à partir de là, il doit prendre les mesures qui sont prévues par la réglementation, qui permettent de soustraire les salariés au risque. S'il ne le fait pas, alors il est effectivement coupable d'une situation de mise en danger, et c'est une situation qui est pénalement répréhensible. Alors, attendez, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est 2003, vous dites. Oui. 2003, la prescription en matière
de délits de ce genre est de 3 ans, donc 2003-2006. Si une plainte n'a pas été déposée à ce moment-là, j'ai peur qu'il soit tard pour agir. Malheureusement, Pierre n'est pas le premier salarié dans ce cas. Le manque d'informations sur la législation, la crainte de perdre leur emploi ou le manque de moyens financiers empêchent souvent les salariés de faire valoir leurs droits face à la loi. Une loi qui s'avère assez clémente pour les employeurs négligents. On est dans une situation dans laquelle l'amende est limitée à 75 000 €, ce qui est bien entendu tout à fait dérisoire. Le droit pénal en France n'est pas à la hauteur, n'est pas à la mesure de l'enjeu. On est dans des situations dans lesquelles, encore une fois, l'apparition des conséquences du risque intervient dans un délai de 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire que très souvent, la victime elle-même ne fera pas le lien entre la maladie qu'elle a et l'exposition à un moment donné. Et que de toute façon, quand les maladies apparaîtront, l'entreprise aura disparu ou aura changé de forme juridique. Si on ajoute à ça le fait que les sanctions sont dérisoires sur le plan pénal, eh bien on est dans une situation de quasi-impunité qui conduit finalement à ce que les réglementations ne soient pas respectées. Sur ce point, la France fait figure de mauvais élève. En Europe, certains de nos voisins ont une loi beaucoup plus sévère. Le 10 décembre 2009, s'est ouvert en Italie le procès des dirigeants de l'entreprise Eternit. Cette usine qui fabriquait des produits amiantés dans les faubourgs du village de Casale Monferrato, près de Turin, a causé la mort de plus de 2000 personnes selon le ministère italien de la Santé. Et contrairement au droit français, l'entreprise et ses patrons ne risquent pas seulement 75 000 € d'amende. Dans le procès de Turin, eh bien, nous sommes dans des délits qui peuvent être sanctionnés de 12 à 15 ans d'emprisonnement. Et sont visés les responsables des groupes économiques qui contrôlaient la filiale italienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas visé le lampiste, on a remonté, je dirais, à ceux qui tiraient les bénéfices économiques de l'opération de camouflage de la vérité, avec ses conséquences tragiques pour les travailleurs et pour les riverains.